Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne Caro Magic Books. Donc j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes tous en forme. Alors il y a toujours ce petit côté hop, clair obscur. Je vais essayer de voilà, changer. Voilà, j'espère que vous êtes tous en forme, que cette vidéo vous trouvera voilà, en bonne santé et surtout en ayant bien le moral. Donc je le redis à chaque fois, mais si jamais voilà, vous aimez la vidéo, surtout n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça permettra de gagner un petit peu plus en visibilité parce que j'ai vraiment envie que, voilà, que la chaîne puisse gagner en visibilité pour qu'on puisse échanger, pour faire connaître aussi un peu les auteurs que je vous présente. Les livres que je vous présente, les films dont on parle, et puis aussi dans les commentaires qu'on puisse discuter un petit peu de, voilà, de vos coups de cœur à vous aussi, ou ce que vous avez aimé ou pas aimé. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter la publication. Sinon, je vais commencer par vous parler de mes dernières lectures. J'ai dit que je le ferai petit à petit. Je ne vais pas attendre la fin du mois pour vous parler de mes lectures, sinon ça va être des vidéos à rallonge. Donc je viens de finir Et si elle effaçait les frontières de Élodie François, le tome 1, auprès de lui. Donc là, il s'agit d'une romance, une belle romance, entre Théo et Gradiella. Alors en fait, par un concours de circonstances, ils se retrouvent face l'un à l'autre, alors qu'il y a 7 ans de ça, Théo est parti à quitter Gradiella sans lui dire pourquoi. Alors évidemment, on se rend compte tout de suite qu'ils sont toujours très amoureux, mais pourquoi est-ce qu'il l'a quitté comme ça? D'autant qu'on sent qu'il Théo cache des choses, la scène d'ouverture se passe dans le cabinet de la psychiatre de Théo. Donc on voit qu'il est suivi par un psychiatre, qu'il prend des antidépresseurs. Donc qu'est-ce qu'il a, Théo? On va le découvrir petit à petit parce qu'il a beaucoup de mal aussi à se confier à Graziella sur ce problème, parce que c'est aussi un problème familial, parce qu'il bon, n'a pas une... Voilà, il n'a pas une... C'est pas qu'il a eu une enfance difficile, mais bon, disons qu'il y a une grosse fêlure dans sa vie. Et petit à petit, il va se confier à Graziella, ils vont essayer de reconstruire quelque chose. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'auteur voilà, aborde le sujet avec délicatesse, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet facile. C'est voilà, c'est une pathologie dont souffrent malheureusement beaucoup de personnes, et on sent qu'elle s'est renseignée avant d'écrire là-dessus. Elle n'est pas allée au pif. Voilà, et c'est très respectueux pour les personnes qui en souffrent ou les proches qui ont des gens qui en souffrent. J'ai connu des gens qui avaient une fille, enfin qui ont une fille qui souffre de cette pathologie, et c'est vrai que c'est du jour au lendemain, pouf, il laissait tout tomber pour aller la rechercher parce que voilà, ça n'allait pas. Donc c'est vrai que c'est. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus pour pas trop spoiler, mais voilà, je trouve que c'est vraiment abordé avec délicatesse. Il y a énormément de douceur dans ce livre. En plus, je trouve il y a des bons moments, tout ça. Il y a des moments de musique aussi. Là, on retrouve des personnages aussi d'autres romans d'Élodie François, donc ça, c'était vraiment, vraiment sympa le petit clin d'œil aux précédentes romances. Et puis, c'est vrai que là, elle est partie sur un sujet pas forcément simple. Donc, ça se finit pas trop mal, parce qu'on a un petit peu peur et tout. Et puis, à la fin, vous avez un petit, un petit rebondissement qui fait un petit peu peur pour la suite des événements. Donc, j'espère que voilà. Il y a au moins 2 tomes. Je sais pas s'il y en aura plus, mais il y a au moins 2 tomes. Donc, le prochain devrait sortir aussi cette année. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien lire les livres en suivant, il faut patienter un petit peu pour avoir le tome 2. Alors sinon, j'ai fini aussi cette bombe qui est La dictatrice de Jane Ducret. Bon, attention au reflet, voilà. Donc on suit comment l'histoire d'Aurore. Donc ça se passe légèrement dans le futur en Europe. Ça commence en 2023, ça se termine vers 2049, je crois. En fait, Aurore, elle est journaliste, elle va notamment sur des scènes de combat. Et là, en 2023, les grands, enfin les chefs d'État de l'Europe, de la communauté européenne, ont décidé de se réunir pour mettre fin à l'Europe. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'Europe, dans ce futur, l'Europe est dans un marasme économique horrible.
Je vous en reparlerai après. Et Aurore, donc ils manifestent devant, voilà, devant le, je sais plus où ils sont, euh, à Munich. Donc ils manifestent devant un bâtiment de Munich où les chefs d'État, voilà, décident de mettre fin à la communauté européenne. Et en fait, durant cette manifestation, il y a un homme qui porte une petite fille à côté d'elle, il porte sa petite fille sur ses bras, et il y a un mouvement de foule. L'homme est emporté, la petite fille est emportée et piétinée, et Aurore, qui tient une pierre dans ses mains, a le réflexe de la lancer sur le ministre italien qui est en train de parler. Donc à la suite de ça, elle va se retrouver en prison, elle va sortir quelques années après. Et puis, eh ben, comme son titre l'indique, elle va être abordée par des gens parce elle est détestée, mais elle est surtout aimée. Elle reçoit des tas de courriers de soutien, des gens de toute l'Europe voilà, qui sont en admiration devant son geste. Et donc, elle va être abordée à sa sortie par des gens très riches qui voudraient la lancer sur une carrière politique. Et donc elle va d'abord... alors c'est quelqu'un qui est très idéaliste hein, au début, Aurore. Enfin, qui est, je pense, idéaliste jusqu'au bout, mais malheureusement, elle va pas prendre le bon chemin. Elle va visiter l'Europe, et là, mais ce sont des scènes d'horreur sur scènes d'horreur. C'est-à-dire que tout le patrimoine est complètement détruit, pas entretenu, mais ça, bon, encore, c'est gérer moindre chose par rapport aux êtres humains. Il y a plus de... En fait, les grands pays qui maintenant mènent le monde sont la Chine, les États-Unis et la Russie. Or, ils sont en partie les gros fournisseurs d'énergie et de nourriture de l'Europe. Et comme ils ont un peu coupé les vivres, ils restent un petit peu entre eux, ce qui fait qu'on se retrouve avec des populations qui n'ont plus de maison, qui crèvent de faim et de froid dehors. On assiste à des scènes quand même assez horribles où des femmes noient leurs enfants parce que voilà, elles ne peuvent pas les nourrir, parce qu'ils sont malades, parce qu'elles ne peuvent pas les soigner. Enfin, on assiste vraiment enfin, ça fait très peur de voir l'Europe dans cet état-là. C'est vraiment... vous avez des scènes quand même assez hallucinantes et qui frappent, quoi, qui sont dures, très dures. Et donc elle décide effectivement voilà, de redresser l'Europe, de refaire l'Europe, de redresser l'Europe. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, il y a un basculement d'ailleurs à un moment, je ne sais plus à quelle page, où elle est un petit peu gênée. Je pense qu'elle sent malgré elle qu'elle est en train de basculer du mauvais côté en fait. Et son ascension, ça fait vraiment penser à l'ascension de Mussolini en Italie ou pire à l'ascension d'Hitler et au nazisme, puisqu'on va se retrouver avec une police secrète, donc sa garde rapprochée, une police secrète en France puisqu'elle est française, et une police qui surveille l'Europe entière avec tout ce qui va avec, en dénonciation, avec, ça pourrait faire penser aussi à la Corée du Nord, il faut idéaliser, c'est Aurore, je crois qu'elle est nommée chancelière, enfin c'est voilà, c'est déesse descendue sur Terre. Et tout ça, c'est fait avec une touche de féminisme, parce que pour une fois, c'est une femme qui prend le pouvoir. Effectivement, sur le livre, c'est marqué: nous avions toujours pensé que le monde serait en paix lorsque les femmes le gouverneraient. Nous avions tort. Donc effectivement, là, pour le coup, la femme est devenue l'égale de l'homme, mais aussi l'égale de l'homme dans l'horreur. Et c'est vrai que Jeanne Ducré a écrit plusieurs essais comme ça où elle met le féminisme un peu en avant, et aussi elle a écrit un livre qui s'appelle Femmes de dictateurs, où elle parle des différentes épouses des dictateurs. J'en avais déjà parlé parce que j'avais gardé en mémoire le portrait de l'épouse de Ceausescu en Roumanie, qui m'avait vraiment effrayée. Je la trouvais presque pire que son mari. Et voilà, donc on retrouve ça, donc il y a toujours une touche de féminisme, donc elle est pour les femmes, elle est pour aider les femmes, bon ça je veux dire, on n'a rien contre, hein, mais ça finit par, voilà, son idéal est complètement galvaudé et elle ne se rend pas compte. Enfin, et franchement, on peut faire un parallèle avec, effectivement, avec Hitler, avec la montée du nazisme. Elle a deux hommes qui vont la seconder. Il y en a un, il m'a fait penser à la fois à Himmler et à... Je vais pas dire de bêtises. À Himmler et à Himmler et aussi un peu à Engels. Mais surtout à Himmler, parce que il ressemble à un bureaucrate. Et c'est vrai que Himmler, quand vous le voyez sur des photos, bah oui, il a l'air tout à fait normal, très gentil, très, très doux, par rapport quand même à Engels ou Goebbels ou Göring qui en imposaient un peu plus.
Lui faisait, oui, faisait petit fonctionnaire qui obéissait aux ordres. Il paraît d'ailleurs que quand il a commencé, parce qu'il est allé en Russie, au départ il n'y avait pas les chambres à gaz, tout ça, donc en Russie ils obligeaient les juifs à creuser des fossés et ensuite ils leur tiraient une balle dans la tête pour qu'ils tombent directement dans le fossé. Et à un moment, Himmler interpelle l'un des hommes enfin un des juifs, et lui dit mais vous êtes sûr que vous êtes juif parce qu'apparemment il n'a pas le titre juif. Et le gars lui dit bah ouais si je suis juif. Enfin, bah dit je suis désolé je peux rien faire pour vous. Enfin, là c'est le fonctionnaire dans toute sa splendeur quoi. C'est froid, c'est on obéit aux ordres et on cherche pas à comprendre. Donc il m'a fait penser ce personnage-là m'a fait penser un petit peu à ça. Enfin, à Himmler. Et le deuxième personnage me fait penser vous voyez, au côté police secrète. Ouais, encore je pense à Hegel, voilà, c'est-à-dire qu'ils sont complètement dévoués à la chancelière, ils se tirent un petit peu dans les pattes pour savoir lequel va avoir sa préférence. Et voilà, ils ont presque un amour divin pour Aurore, quoi. J'ose même plus l'appeler Aurore, c'est la chancelière. Non, c'est peut-être pas chancelière, hein, j'ai peut-être un mauvais amalgame. Enfin, en tout cas, la présidente, enfin, c'est voilà, la chef, quoi. Et c'est vraiment, il date de 2020 ce livre, mais franchement, je vous le conseille. Je sais que bientôt, il va y avoir le challenge Mars au féminin. Je pense vous pouvez facilement le mettre dans votre pal Mars au féminin parce que voilà, on voit une femme, on voit la douleur des femmes par les yeux aussi d'Aurore. À quel point c'est compliqué d'être une femme, puisque en plus les femmes euh, qui ont été, voilà, qui ont eu recours à l'avortement sont emprisonnées. Ils emprisonnent même les femmes qui ont fait une fausse couche. Ça va très loin, hein. C'est avant qu'Aurore ne devienne chef. Donc elle arrive dans une situation catastrophique et effectivement, on va prendre le pouvoir sur les ruines de l'ancienne Europe. Mais bon, elle part plein de bonnes idées et bon, malheureusement, ça va très mal se passer. Donc je vous le conseille, c'est vraiment. En plus, c'est une quête aussi personnelle puisque Aurore est une enfant adoptée qui n'a jamais été vraiment aimée par ses parents adoptifs, notamment par sa mère. Et il y a aussi une quête personnelle derrière tout ça et qui est intéressante. Donc voilà, La dictatrice de John Ducré, vraiment un livre à découvrir, à retenir, à lire et relire parce qu'il est vraiment exceptionnel. Toujours pour rester dans l'exceptionnel mais un peu différent, j'ai continué Louise Penny, un long retour. Donc on est toujours dans les enquêtes de l'inspecteur-chef Armand Gamache qui se passe au Québec. Alors je vous l'avais dit la dernière fois, hein, j'ai commencé cette série il y a plusieurs années et je suis tombée amoureuse voilà, de la série de Louise Penny, de sa façon d'écrire. Sa façon de décrire les personnages d'Armand Gamache, l'inspecteur-chef, des habitants de Three Pines où il enquête dès le premier volume et où il y a plusieurs enquêtes d'ailleurs qui sont menées là-bas. Là, désormais, il est à la retraite, Armand Gamache. C'est vrai que le précédent, qui s'appelait La faille en toute chose, est assez... En fait, il y a un fil conducteur, on voit qu'il a un ennemi au sein de la Sûreté du Québec. Et voilà, tout va se dénouer dans le précédent qui s'appelle La faille en toute chose, donc je vous conseille de les lire dans l'ordre. Et il enquête aussi sur un assassinat. Et là, c'est un petit... Là, ce que vous voyez, c'est des lièvres. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que font des lièvres là-dedans? Mes enfants m'ont dit, mais pourquoi il y a des lapins sur le... J'ai dit, je ne sais pas. Alors, en lisant le livre, vous allez comprendre pourquoi on voit deux lièvres sur la couverture du livre. Et donc là, il est à la retraite, à Three Pines. Alors, il y a plusieurs habitants. Enfin, moi, j'ai eu des coups de cœur pour certains habitants, notamment pour Clara, qui est une artiste peintre. Alors, au début de la série, Clara est mariée avec Peter. Donc, lui est un artiste reconnu qui gagne correctement sa vie. Clara fait des choses complètement... certains trouveraient ça moche, horrible, fou au niveau de ses œuvres d'art, de sa peinture ou même de ses sculptures. Donc elle n'a aucune reconnaissance. En plus, Peter est plus beau qu'elle. Il y a plus de prestance, plus de classe. Elle, c'est une tâcheronne. Enfin, moi, je l'adore, hein. C'est un personnage vraiment pour lequel vous avez un véritable coup de cœur. Mais voilà, elle a toujours les cheveux en broussailles, elle a toujours de la nourriture dans les cheveux. Elle n'est pas particulièrement mince ou féminine. Ou voilà. Alors par rapport à son mari, c'est sûr qu'elle détonne un petit peu. Mais ils s'aiment.
Et dès le début, alors c'est vrai qu'elle a des œuvres d'art très particulières, mais dès le début, on sent qu'il y a un certain génie dans ses œuvres d'art. Dans la série de Louise Penny, l'art tient une place quand même très importante, puisque le village de Three Pines a aussi, entre ses murs, vit aussi une poétesse québécoise fictive, bien sûr, qui est Ruth Zardot, qui est une très grande poétesse, qui est quelqu'un avec un caractère imbuvable, mais qu'on aime quand même. Donc c'est vrai que les arts tiennent une place très importante dans la vie dans la série de Louise Penny. Et bon, après c'est pareil, ce sont des histoires qui se suivent, c'est pour ça que je vous conseille de les lire en suivant. Euh, En fait, Armand Gamache et d'autres personnes perçoivent tout de suite que Clara a énormément de talent, beaucoup plus que son mari certainement, et que le jour où elle sera découverte, elle le dépassera. Et effectivement, c'est ce qui arrive dans une illusion d'optique, je crois. Si je ne me trompe pas, un marchand d'art, un galeriste la repère et fait une exposition, et c'est un succès fou. Et enfin, elle est reconnue. Mais le problème, c'est que ça attise la jalousie de son mari. D'autant que lui, dans une autre aventure, on découvre sa famille. C'est une famille de gens très aisés, très riches, mais absolument pas sympathiques, qui n'ont pas du tout apprécié que Peter se marie avec Clara, d'ailleurs, qu'ils n'acceptent pas. Mais il n'a pas eu une enfance non plus super, enfin une mère assez froide. Et donc voilà, il avait un peu quelque part que son art pour lui, et un jour il est dépassé par sa femme. Donc ça se passe pas bien du tout. Du coup, elle lui dit, on se sépare pendant 1 an et on verra ce que ça donne. Tu reviens dans 1 an, on verra ce que ça donne. Sauf qu'au bout d'1 an, elle attend encore quelques mois et elle n'a plus de nouvelles de son mari. Donc elle demande à l'ex-inspecteur Armand Gamache de retrouver Peter. Donc là, on va assister à une enquête qui va... voilà, ils vont suivre Peter selon ses retraits de carte bancaire. Il va même s'arrêter en Écosse. Pourquoi en Écosse, on ne sait pas. Parce qu'il fait les grandes villes comme Paris, Venise, Florence. Bon, ça c'est logique pour tout artiste, mais il y a une petite ville perdue d'Écosse, pourquoi? Ensuite, il retourne à Toronto, au Québec. Donc, voilà, donc ils suivent sa piste. Et puis, on y parle aussi. Ils retournent aussi dans l'école des beaux-arts où Clara et Peter se sont connus, où ils font la connaissance de leur ancien professeur, qui leur parle d'un autre professeur qui, lui, avait été... qui était très très spécial, limite fou, qui avait mis en place un salon des refusés, c'est-à-dire toutes les œuvres d'art qui étaient refusées. Donc c'était quand même des jeunes gens qui étaient quand même un peu à fleur de peau, et toutes les œuvres d'art qui étaient refusées étaient mises dans une salle d'exposition spéciale. Et enfin, vous imaginez un peu le traumatisme. Clara en faisait partie d'ailleurs. Et donc ce professeur, c'était Norman. Et voilà quoi, il était considéré un peu comme fou. Il a même été renvoyé de l'école. Et en fait, on va se rendre compte que Peter est parti sur les traces de Norman. Donc ça va les emmener aussi près du fleuve Saint-Laurent. Alors, je ne connais pas trop la géographie du Québec. On voit de superbes paysages. On apprend aussi, moi je connais pas du tout les artistes québécois, les peintres québécois qui ont du succès, donc ils en parlent, tout ça. Et ils parlent aussi de ce que peut nous faire ressentir l'art, et du fait que la première fois qu'on regarde une œuvre d'art, là c'est plutôt de la peinture, on ressent quelque chose, mais quand on la revoit une deuxième fois, on ressent autre chose, et ainsi de suite. Et il se pose aussi une question, ça peut paraître un peu stupide, mais le professeur un peu fou, Norman, parlait des muses. Donc il y a 9 muses dans la mythologie grecque, et parmi ces 9 muses, c'est vrai qu'il n'y a aucune muse pour la sculpture et la peinture, ce qui est quand même assez fou. Alors il parlait de cette 10e muse à ses étudiants, c'est pour ça qu'il passait un peu pour fou, disant que c'était une muse qui avait été mise de côté, à l'écart. Enfin, voilà, c'est vraiment... mais alors voilà, on parle d'art, mais enfin, je vous rassure tout de suite, c'est pas ennuyeux du tout. Moi j'adore cette série, elle est vraiment géniale. Et là voilà, on va suivre Peter et Clara, et est-ce que Peter sera vivant à la fin de l'histoire? Pourquoi a-t-il changé? Pourquoi a-t-il autant voyagé? Pourquoi a-t-il suivi son ancien professeur? Voilà. Et puis on va voir aussi comment Clara évolue, parce qu'elle s'inquiète quand même pour son mari, mais bon. Voilà, donc c'est vraiment encore un coup de cœur. Je vous conseille voilà, de les lire, et puis surtout de les lire dans l'ordre.
Voilà, vous êtes toujours chez Actes Noir, hein, donc c'est vrai qu'ils ont de très bons livres, hein. Au niveau policier, on est rarement déçus. Et puis des policiers d'un genre un peu différent. Donc voilà, donc c'était un autre. Et puis c'était un de mes livres aussi pour les deux derniers livres que j'ai lus pour le Cold Winter Challenge, La dictatrice, et puis voilà, un long retour. Donc là, je commence. Je crois que j'ai plus qu'un manga à lire et j'aurai fini le Cold Winter Challenge. Bon, tout n'est pas encore chroniqué, mais bon, on arrive au bout. Alors, sinon, pour faire une petite parenthèse au niveau cinéma, je sais plus si j'en ai parlé. Oui, si j'ai parlé de Spider-Man, le dernier Spider-Man que j'ai adoré. Oui, je suis allée voir Mort sur le Nil. Génial. Alors, je connais l'histoire, hein, je l'ai vu en téléfilm. Je sais plus si j'ai lu le livre. Je l'ai vu en téléfilm, donc je l'ai vu même plusieurs fois. Je connais l'histoire, mais c'est tellement bien fait. Enfin, c'est comme, voilà, avec Kenneth Branagh, le crime de l'Orient Express. Vous savez, enfin, on connaît le dénouement, mais il y a toujours plaisir déjà à voir Kenneth Branagh. En plus, c'est lui qui l'a réalisé. Je trouve qu'il est génial en Hercule Poirot. Là, on voit une petite partie. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on voit dans. Je ne sais pas si on a ça dans les livres, mais on voit une petite partie de sa vie privée. Notamment, comme quoi il aurait participé à la guerre de 14-18 dans les tranchées. Et puis, on le découvre sur le Nil. Alors, les images de l'Égypte sont superbes, tout simplement superbes. On voit les pyramides, on voit le Sphinx et on voit. C'est pas la vallée des rois, c'est Ramsès II avec son épouse. Enfin, c'est magnifique. Et en fait, le fil conducteur tout au long du film, le fil conducteur, c'est l'amour. C'est l'amour, l'amour fou, l'amour caché, ce que peut nous faire l'amour, jusqu'où il peut nous pousser. Enfin, voilà, c'est vraiment le. Et tout ça, c'est dans une ambiance. On sent la. Il fait chaud en Égypte, mais on sent pas une chaleur écrasante, mais on sent une sensualité incroyable dans ce film. Alors les images évidemment sont pleines de soleil, hein, c'est magnifique. Après ça se passe en grande partie sur un bateau. Le crime sera commis sur le bateau, donc vous n'avez pas une impression non plus écrasante. Mais vous avez vraiment, là vous avez pour le coup, vous avez envie. Moi je n'ai jamais visité l'Égypte, mais pour le coup, je dirais vraiment, j'avais déjà envie d'y aller, mais là franchement rien que pour voir les monuments, mais c'est tout simplement magnifique. Et donc voilà, on connaît l'histoire, mais c'est vraiment bien fait. On retrouve quelques têtes d'affiche comme Gal Gadot qui joue Wonder Woman. Vous avez aussi, pour ceux qui ont connu Absolutely Fabulous, c'était une série anglaise dans les années 90. Alors, il y avait Absolutely Fabulous et il y avait French and Saunders. C'était deux comiques anglaises mais qui sortait un peu avec un humour bien anglais, hein, qui sortait des sentiers battus et elles osaient tout. C'était génial. Malheureusement, c'était rarement, ça devait être diffusé que sur une chaîne et c'était même pas, c'était que en comment, il y avait que je vais pas retrouver les, vous aviez que la traduction, vous aviez même pas en français, mais c'était des séries Absolutely Fabulous et French and Saunders. Donc je ne sais plus leur prénom, mais il y en a une qui s'appelle French, l'autre Saunders, et on les retrouve là-dedans. Donc pour ceux qui ont connu dans les années 90 French and Saunders, vous les retrouverez là aussi, dans des rôles très... Ouais, c'est pas mal. J'ai bien aimé aussi voilà, le chemin que prenait leur rôle. Voilà, et puis c'est super bien. Même quand on connaît l'histoire, franchement, on s'en lasse pas. C'était vraiment très très bien tourné. Et j'ai vraiment passé un très bon moment de cinéma avec ce film. Je ne sais pas s'ils en referont d'autres. J'aimerais bien parce que j'ai beaucoup aimé Le Crime de l'Orient Express. J'ai vraiment bien aimé le Mort sur le Nil. Et c'est vrai qu'on voit un Hercule Poirot peut-être. C'est vrai qu'à un moment, il y a une des protagonistes qui lui dit: mais vous êtes pédant, vous êtes solitaire, vous êtes... voilà, je connais personne qui donne autant son nom que Hercule Poirot, parce que c'est vrai que par moment il parle de lui à la troisième personne. C'est vrai qu'il est complètement antipathique quelque part, mais là, voilà, Kenneth Branagh lui donne un côté humain, et c'est vraiment super, super agréable de le découvrir sous un autre jour. Voilà, donc si vous avez le temps d'aller au cinéma, ouais, dans deux genres différents, moi j'étais voir Spider-Man et Mort sur le Nil, voilà, comme quoi, hein. On peut tout aimer, il n'y a pas de raison. Voilà, je vais encore vous parler un petit peu des quelques réceptions que j'ai eues. Par contre, j'ai pas
J'ai encore tous les livres que j'ai aussi empruntés à la médiathèque, donc je ne vous ai pas encore parlé. Mais on va quand même pas, voilà, parler de tout. Alors là, justement, ce midi, je viens juste de recevoir Terra Nullius de Victor Gilbert, donc c'est aux éditions Hugo Thriller, je vais y arriver. Donc j'espère que ça va aller parce que c'est la deuxième enquête de Hugo Bollorène et j'ai pas lu la première, donc j'espère que c'est pas à suivre. Alors le résumé, c'est Hugo Bollorène a perdu la bille, celle qui l'accompagne dans ses enquêtes et qui fait digne pour le mettre sur la bonne piste. Alors il erre dans le commissariat, neurasthénique aux grandes dames de Lulu la stagiaire. Même ses carrés de chocolat échouent à le remettre d'aplomb. Il est temps de changer d'air. Justement, le commissaire Grosset a obtenu pour la mère d'Hugo un rendez-vous dans la clinique lilloise d'un spécialiste de la maladie d'Alzheimer. La veille du départ, Bollorène apprend qu'un garçon d'une dizaine d'années, Jim Cal, vient de se faire agresser dans une immense décharge publique coincée à la frontière franco-belge et jouxtant un étonnant camp de laissés pour compte. L'instinct d'Hugo lui murmure d'aller jeter un œil à cette intrigante Terra Nullius, un territoire sans maître, sans se douter que l'attend là-bas l'affaire criminelle la plus sordide de sa carrière. Une plume espiègle et un héros désenchanté à souhait, une belle découverte. Alibi, je ne sais pas si vous connaissez le magazine Alibi se spécialise. Il n'y a pas longtemps que j'ai découvert qu'il se spécialise aussi dans les romans policiers. Et je ne savais pas que ça se passait dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc ça, c'est comme je suis du Nord-Pas-de-Calais, c'est marrant de voir que ça se passe dans la région. J'avais pas vu. En plus, c'est bien parce qu'à chaque fois, le Go Thriller, il vous envoie quand même une petite revue de presse sur le résumé du livre. Et puis vous avez aussi une petite bio de l'auteur avec voilà, son précédent roman, c'est Douve. Donc j'espère que je ne vais pas trop me spoiler en lisant le deuxième. Alors j'ai reçu aussi, donc ça je l'ai gagné sur un concours sur le groupe Lire, Rêver et Partager. Donc c'est l'élixir d'écriture de John Baptiste. Et là c'est aux éditions JB. JB. Qu'est-ce que les éditions JB? Je ne connais pas. Alors, JB Édition, non JB Édition tout simplement. Donc ça m'avait interpellée parce que ça se passe, voilà, c'est des gens qui, voilà, on en est encore une fois dans l'art puisque voilà, c'est sur l'écriture et ça se passe au 19e siècle. Paris et la France à la fin du 19e siècle. Giuseppe Dantes et Arthur Henry, deux surdoués promis de leur plus jeune âge à un illustre avenir, rêvent de devenir le plus grand poète français après Ortega Bellicante. Orphelin de génie, il ne reculait devant rien pour la gloire et fut retrouvé mort à son domicile, 48 heures seulement après le décès mystérieux du grand amour de sa vie. De nombreux concours de poésie et l'amour d'une femme opposent Giuseppe à Arthur et leur émulation tourne vite à la jalousie puis à la haine. Devenus de farouches concurrents, les deux rivaux essaient de se supplanter l'un l'autre, usant des secrets les plus pervers de leur art. Cette obsession aura des conséquences dramatiques. Durant la même période, Adrienne Marge Moss, première femme à exercer la fonction d'enquêtrice en France, mène l'affaire Topaz de main de maître, mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Une légende circule dans le cercle restreint des poètes selon laquelle Ortega détenait un grimoire ancien recelant la formule secrète d'un élixir d'écriture destiné à décupler l'intelligence émotionnelle et rendre l'inspiration poétique extraordinaire. Voilà, on est encore un peu dans cette histoire effectivement de muse et d'inspiration et voilà. Le fait que c'est ce qu'on retrouve un peu aussi dans le roman de Louise Penny, c'est-à-dire que l'art c'est pas seulement une technique, c'est pas seulement un apprentissage, il faut aussi qu'il y ait de l'inspiration. Faut qu'on ressente quelque chose, même si c'est une émotion négative, du dégoût, du j'aime pas. Voilà, faut qu'on ressente quelque chose. Donc là, bon, ça m'a tout de suite. Déjà la couverture. La couverture était belle, en plus c'est les couvertures lycée, là c'est super agréable. Super agréable ce genre de couverture. Et voilà, et bon, ça se passe au 19e siècle, la concurrence entre deux hommes. Donc vraiment, ça m'avait bien. Je suis super contente de l'avoir gagné, ce livre. Et puis un autre livre que j'ai gagné aussi, de Jean-Marie Quéméner, Sombre éclat. Alors c'est aux éditions Plomb. Alors 7 juin 1940, dans le village des Rennes, près d'Amiens, s'achève l'histoire d'un homme héroïque, celle d'un tirailleur sénégalais devenu capitaine Charles Enchorer. Après des jours de combat dans un sacrifice volontaire, ces hommes et lui se rendent aux mains de la 7e division blindée de Rommel. Considéré comme un simple animal par les nazis, Charles Enchorer, excusez-moi pour le nom, est froidement exécuté par un officier de la Wehrmacht. Ici s'achève l'histoire, ici commence la mienne. Bon, voilà. Donc on commence un petit peu spécial, on commence quand même avec la mort
d'un artilleur sénégalais quand même. C'est-à-dire que le héros meurt d'emblée. Enfin, j'espère, j'espère que parce que des fois les livres en disent trop aussi, ou le résumé des fois trop avance trop dans le livre. J'espère que non. Je ne sais pas trop. On verra bien. C'est un livre très court en plus, donc voilà. Donc un sujet intéressant, la guerre 14-18, et puis voilà, la place effectivement des colonies, enfin des hommes des colonies qu'on a obligés à faire cette guerre des tranchées et qu'on a obligé aussi à combattre auprès des Français, enfin des Européens d'une façon générale, pendant la guerre 39-45. C'est toujours un sujet intéressant. Voilà, voilà. Bon, bah, je crois que je vais vous laisser pour cette fois-ci. Je pense qu'on se retrouvera. Je vais peut-être réussir quand même à vous faire comment, un book-haul hein, avec tout ce que j'ai emprunté, tout ce que enfin, d'autres livres que j'aurais reçus. Donc voilà. J'espère à très bientôt. Donc surtout, n'hésitez pas, hein, je vous le dis, hein, le but c'est aussi de pouvoir faire un peu de publicité aux auteurs, aux maisons d'édition, aux auto-édités, voilà, les faire connaître le plus possible. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, voilà, à dire si vous avez lu ces livres, ce que vous avez aimé. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite de belles aventures livresques. Bye bye.